Donc, c'est mon tour de vous présenter quelque chose. Je vais vous parler des interventions non pharmaceutiques ou des mesures de restriction sociale. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? C'est finalement tout ce qui concerne pas les médicaments, tout ce qui concerne pas la prise en charge médicale. C'est finalement le fait d'être confiné ou d'avoir des fermetures de bars et restaurants ou bien des couvre-feux à 18 heures ou toute autre restriction sociale, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elles ont un impact sur l'épidémie de Covid? Extrêmement important, actuel, de se poser la question, parce que nous sommes en plein 3e confinement. Alors on peut se dire, bon, on peut se tromper une fois, peut-être qu'on peut se tromper 2 fois, hein, on peut se tromper 3 fois. Est-ce que ça aurait vraiment un sens, quoi? Donc je crois qu'il est urgent de se poser la question de manière scientifique, médicale et sanitaire, et politique aussi, de savoir, mais pourquoi donc sommes-nous confinés? Alors, je peux vous dire en préambule, et je crois que c'était le cas pour tous les gens qui étaient avant, et parce que finalement c'est un des critères pour nous de prendre des gens au conseil scientifique indépendant, c'est que j'ai pas de conflit d'intérêt dans le Covid-19. Sur la base de transparence santé, j'ai 450 € qui sont déclarés et rien à voir avec le Covid-19. Et finalement, je crois que c'est un des éléments clés que vous devez avoir en tête pour le grand public comme pour les médecins, c'est qu'aujourd'hui la boussole à dire le nord de la science et de la médecine est cassée. Elle est cassée par un niveau de corruption absolument phénoménal, de corruption systémique absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en premier sur cette histoire? C'est que vous pouvez retrouver sur www.reinfocovid.fr le texte entier finalement de ce que je vous présente ce soir, qui est le fruit d'un travail collectif extrêmement important et fécond, qui nous permet d'essayer d'avoir de l'intelligibilité sur la réalité. Il faut comprendre d'abord que certains ont dit que finalement les confinements avaient sauvé des vies, avaient diminué le RT, c'est-à-dire finalement cet indice de reproduction de la maladie, de transmissibilité de la maladie, il avait diminué de plus de 85% et qu'il y avait des millions de morts qui avaient été heureusement épargnés grâce au confinement. Sur quoi que sont basées ces assertions-là? On peut regarder l'étude de Flaxman, qui est une des plus connues et qui a fait grand bruit dans Nature l'année dernière, en 2020. Elles sont basées sur l'idée de comparer un modèle mathématique qui prévoit ce qui se serait passé avec la réalité de ce qui s'est passé. Et ensuite de dire, regardez, on a quand même bien économisé par rapport à ce qui se serait passé. Et qu'est-ce qui se serait passé? Finalement, c'est basé sur des prévisions désastreuses. Là, je vous ai mis une sorte d'oracle de Pity où tout le monde attend comme ça de nous dire qu'est-ce qui se serait passé à la Pity. C'est un peu ce qu'on a fait avec les ordinateurs. C'est des modèles qui sont générés informatiquement, mais qui sont non testés, qui sont non critiqués, qui sont empiriquement non valables. Et Vincent pourrait nous en dire quelque chose la prochaine fois éventuellement, mais le modèle de Flaxman notamment est basé sur l'idée que le RT, finalement, c'est-à-dire cet indice de contamination, ne varierait qu'en fonction des mesures sociales et des confinements, qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs qui soient finalement impactants pour cette variable. Mais ça, on sait qu'empiriquement, c'est complètement faux. Qu'au cours d'une épidémie, le RT diminue naturellement, en fait, au fur et à mesure de l'immunité collective. Et donc, c'est quelque chose qui est empiriquement absolument faux et non fondé. Donc déjà, il y a un premier axiome dans ces études qui est faux. Le deuxième axiome, c'est que le RT serait homogène. Ça veut dire que tout le monde aurait le même niveau de transmissibilité et tout le monde serait au même niveau de recevabilité de la maladie. On sait bien que c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont plus disséminateurs que d'autres et d'autres qui sont plus sensibles que d'autres à la maladie. Cette hypothèse d'homogénéité, elle est basée sur les travaux de Kermack et McKendrick de 1927. Donc là, il faut bien que vous regardiez en face que ces modèles épidémiologiques qu'on vous vante comme le fin du fin de l'informatique et de l'ère numérique sont basés sur des modèles qui datent du siècle dernier, d'il y a presque 100 ans, et qui sont absolument obsolètes et absolument faux dans leur validation empirique. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle Colombo, qui a assoupli les hypothèses d'homogénéité et qui n'a pas du tout trouvé les mêmes résultats, et qui a trouvé qu'il y avait un impact qui était bien moindre que celui qui avait été annoncé. D'autre part, dans cette étude de Flaxman, il y a l'idée que la durée entre la contamination et les décès, qui est en médiane de 23 jours, finalement n'est pas considérée. C'est-à-dire qu'il y a pas, on considère pas l'hypoxémie heureuse, on considère pas tout ce temps-là entre le moment où on a la maladie et le moment où on en meurt. Or, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Lui ne regarde pas ça et considère que si on a la maladie, on en meurt. Et donc, finalement, les délais ne sont pas les bons quand il regarde quand est-ce qu'on a mis le confinement en route et quand est-ce que la mortalité se met à baisser. Puis vous avez des petites choses amusantes dans cette étude, notamment le fait que pour la Suède, par exemple, qui est un pays qui n'a pas confiné, mais qui en revanche a interdit certains événements publics, cette interdiction d'événements publics
compte dans la diminution du RT en Suède, alors même que dans tous les autres pays, cette mesure-là n'est pas comptée comme impactant le RT. Donc, bon, y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur les modèles mathématiques. Et finalement, on constate ensuite, en dehors de cette comparaison entre modèles mathématiques et réalité, quand on constate la réalité 2 à 2 entre des pays différents qui ont eu des politiques différentes, ça c'est une comparaison empirique finalement, grâce à la biodiversité des réactions sociales et politiques au sein des différents pays, que finalement il ne s'est pas du tout passé la même chose. Et que finalement l'épidémie a décliné avant l'implémentation des interventions non pharmaceutiques, telles que les confinements dans de très nombreux pays, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Espagne. Il n'y a eu aucun impact sur l'épidémie. Je vous ai mis un certain nombre d'études qui le démontrent, notamment l'étude de Kubander et puis l'étude de Savaris. Bon, mais vous pourrez aller voir plus loin, on pourrait développer. Et qu'est-ce qu'on constate aussi dans les études empiriques, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le confinement et le taux de cas, le taux d'incidence des cas, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations. On n'a jamais réussi à mettre en évidence finalement que ce soit lié aux mesures, aux interventions non pharmaceutiques différentes. Donc finalement, c'est-à-dire qu'entre des pays qui auraient confiné beaucoup ou pas beaucoup, on ne retrouve pas tellement de différence. L'étude dont vous avez déjà entendu parler, c'est celle de Toussaint et Alter, c'est celle de Ioannidis, c'est celle de Ben David, c'est celle de Savaris. Finalement, vous avez un certain nombre d'études qui démontrent que, quel que soit ce qui a été fait, il n'y a pas de différence en fait. Et que ces mesures sociales ne sont pas le déterminant majeur de la mortalité, de l'hospitalisation. La conclusion, c'est quoi? C'est que les mesures sociales n'ont pas d'effet sur la dynamique épidémique. Et c'est du bon sens. Vous ne pouvez pas arrêter une épidémie virale. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos bras ou d'arrêter une rivière avec une cuillère. C'est pas possible, en fait. Donc, il n'y a pas d'effet sur la dynamique épidémique, sur le RT. Il n'y a pas d'effet sur les cas. Il n'y a pas d'effet sur les hospitalisations. Il n'y a pas d'effet sur les décès. Donc, quand on fait peser à la société le nombre d'hospitalisations en réanimation, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, et qu'on leur dit c'est votre faute, on doit vous empêcher de vivre, en fait, ça n'est pas démontré par la science. D'autre part, on peut imaginer, si on doit donner des pistes, essayer de proposer une politique sanitaire alternative, parce que c'est notre but au sein du Conseil scientifique indépendant, c'est non seulement de critiquer de manière intelligente et scientifique ce qui a été fait, mais c'est aussi de proposer autre chose, parce qu'il faut prendre soin des gens autour de nous, parce qu'on est là pour soigner, parce qu'on est là pour que les gens aillent bien. Et là-dessus, on va se rejoindre, quels que soient les groupes, quelles que soient les idéologies, quelle que soit la façon dont on pense. Je crois qu'on cherche tous le bien commun. Et ce qu'il apparaît, c'est que les mesures sociales ciblées sur des populations à risque, c'est-à-dire les gens qui ont une hypertension, un diabète, une obésité, qui sont de plus de 65 ans, ou qui ont des comorbidités importantes, c'est-à-dire des maladies en même temps, finalement, si on cible ces mesures-là sur ces patients-là qui sont très à risque de faire des formes graves, ce serait beaucoup plus efficace et moins délétère pour le groupe. Et ensuite, évidemment, il y a les mesures sociales, on en a parlé, et on a montré qu'elles servaient à rien, mais les mesures médicamenteuses, organisationnelles, elles, peuvent améliorer l'évolution épidémique, les cas, les hospitalisations et les décès. Les mesures médicamenteuses, c'est évidemment le traitement ambulatoire précoce dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, dont on vous reparlera, parce qu'il faut que vous en soyez au courant, vous citoyens, vous médecins, pour aller invectiver les médecins et leur dire, mais bon, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, j'ai entendu parler de ça et que ça les fasse réfléchir. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé dans le VIH. Les médecins étaient prolétarisés, simplement, ils n'avaient plus de savoir et ils n'étaient pas capables d'avoir le savoir. Parce que passant leur journée à lire ce que disait la NSM, la HAS, l'ARS, qui finalement était basée sur des données fausses et incomplètes, ils ne savaient pas tellement ce qu'il fallait faire. Or, eux, les patients cherchaient pendant ce temps. Et c'est eux qui ont appris à leurs médecins comment soigner la maladie. Je crois que c'est ce qui va se passer aussi pour la Covid. Il y a quelques médecins qui font le travail d'aller voir la littérature scientifique de manière exhaustive et pas simplement en faisant ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire de choisir ce qui nous arrange. Non, quand on regarde de manière exhaustive et qu'on essaie de faire le tri entre celles où il y a des conflits d'intérêts et celles où il n'y en a pas, on se rend compte que finalement il y a des choses à faire, des choses extrêmement efficaces, comme ces mesures médicamenteuses, mais aussi organisationnelles. Organisationnelles, j'entends par là la mise en place de filières de soins, de parcours patients. Et là, les ARS sont friands de ces choses-là, c'est-à-dire comment accompagner le patient depuis ses premiers symptômes, son diagnostic, le traitement qu'on lui met en route, la surveillance en ville, et ensuite peut-être son hospitalisation en réa, et derrière, le retour à la vie normale le plus rapidement possible. Et de même, accompagner les gens qui auraient des Covid longs.
parce que finalement, il y a moyen de faire de manière beaucoup plus optimale et efficace, sans travailler en silo, puisqu'actuellement, les réanimations travaillent en silo, les services d'hospitalisation travaillent en silo, les médecins de ville ne voient, pour certains, pas les patients, parce que les patients, on leur a dit restez à la maison, et bonne chance. Et ça, c'est pas correct. Donc voilà, mais merci beaucoup. Encore une fois, à quoi tiennent nos libertés, hein. Je crois qu'on